Et il voulait en fait me couper les cheveux et moi j'en voulais pas. Et donc personne n'osait non plus venir et me dire ah non, 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 j'ai dit sinon ça ne pousse plus, hein. Hors de question pour moi. Comme tout enfant, j'ai dit en Argentine, j'ai commencé par le foot, c'est clair, hein. Et après, bon, je fais du judo, je fais pendant 2 ans. Mais après, à l'école, c'était tout simplement quand un copain me dit, est-ce que tu voudrais essayer le rugby? Je dis, oui, d'accord, mais je ne connaissais pas du tout le sport. Donc il m'a amené un samedi matin au club où j'ai commencé, le club natation et gymnase, et j'adorais. Donc à partir de ce moment, ça y est, c'est parti. C'était dans la province de Tucumán. Dans les clubs de rugby en Argentine, chaque fois, les entraîneurs ils disent amenez des copains de l'école, tout. Et c'était un peu comme ça s'est fait tout naturellement. Le chant a commencé avant le rugby. Pour moi, la découverte, c'était à l'école, quand ils avaient monté une chorale à l'école primaire. Donc j'ai commencé, j'avais 7 ans, à chanter, même si j'ai chanté depuis petit, certainement. Mais bon, le chant est arrivé avant le rugby. Oui, j'en ai en fait. Moi, j'ai eu une oreille à un chou-fleur, pas autant parce que c'est vrai que moi je l'ai eu à 18 ans. Mais honnêtement, je dis, je préfère pas avoir les oreilles en chou-fleur parce que la douleur que tu ressens ça, c'est pire que n'importe quel truc. On te touche, on te frôle seulement à peine le doigt et c'est une douleur terrible, terrible, terrible. Le temps que j'ai passé avant un match pour mettre le bandeau avec les casques, je les mettais, c'est bon, ça allait mieux. Les plus beaux gestes, je pense que c'est un drop. C'est un moment sous tension, tu laisses rebondir la balle et après tu la tapes, après l'avoir rebondi pour qu'elle passe dans les perches. Je pense que c'est un moment que tout le monde le voit en ralenti. Que tu vois que le ballon il commence à tourner. Est-ce qu'il arrive, il n'arrive pas, il va entre les perches. C'est quand même incroyable. Tout à fait, je pense que le rugby c'est une école de la vie parce que toutes les choses que j'ai pu vivre, les amitiés que j'ai pu créer autour du rugby, et ben, finalement c'est ça qui m'ont beaucoup aidé et que finalement aujourd'hui c'est le lien que j'ai. Il existe toujours. J'avais un entraîneur qui me disait, vous savez, il faut être un bon joueur. Mais avant d'être un bon joueur, il faut être une bonne personne. Parce que quand le rugby s'arrête, ce qui reste, c'est la bonne personne. Donc finalement, c'est ça, c'est plein d'enseignements que j'ai eus avec le rugby et que finalement, ça m'a permis aussi de créer. Certainement, bon, mes parents, j'ai eu beaucoup de la façon, des valeurs qui ont été importantes pour moi. Mais que le rugby aussi a certaines choses qui ont accentué, qui m'ont permis aussi de créer ces liens forts finalement. C'est ça qu'on essaie de recréer comme nous on l'a connu. Je ne me rappelle pas la première fois parce que bon, quand on était gamin, je me rappelle, on n'allait pas au vestiaire, on allait directement, c'est-à-dire on arrivait complètement habillé. Soit mon père m'amenait, ou soit c'était le père d'un copain qui faisait le taxi chaque fois, qui habitait à côté de chez moi. Mais on était déjà prêts pour arriver sur le terrain. Après, c'est venu un peu plus tard, dans les catégories des jeunes, donc moins de 15 ans, moins de 16 ans. Il y a des choses qu'on ne peut pas complètement oublier. C'est des odeurs, les bruits de crampons finalement sur le sol, essayer de ne pas glisser. Moi, comme je dis toujours, des fois j'ai comparé ça, ces moments avant un match, quand tu allais passer un examen à la fac. Il y avait un truc que tu avais dedans, tu avais envie d'y être ou de ne pas être, donc, mais c'est des bons souvenirs. C'est des choses il me manque. Il me manque le bus, il me manque ces moments d'entraînement dur, pas toujours.
parce que s'entraîner des fois sur la gadoue, sur la pluie, au froid, bon, c'est des choses que peut-être ne me manquent pas trop. Les odeurs de certains disent des camphres, c'était pas des camphres, mais toujours des bandeaux, quand tu t'es arraché, les poils, tout. Il me manque ces choses-là. Mais je ne suis pas non plus nostalgique, je ne suis pas quelqu'un que dire que j'aimerais revenir en arrière. Pas tout à fait, parce que moi, je suis épanoui dans ce que je fais. Dès que je vois quelque chose, je retrouve du plaisir à y être, à le ressentir à nouveau. Ouais, c'est chouette ça. Avant d'arriver en Argentine, c'est vrai que je suis passé par la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Bon, arrivé en France, comme je dis toujours, moi, c'était pas mon premier choix de venir, parce que je savais chaque fois que je rencontrais des équipes françaises, bon, c'était un peu la guerre, on s'est rentré dedans, j'ai dit, et déjà, bon, il y avait Mauricio Rajard, lui, qui me racontait ses expériences dans le rugby professionnel. Bon, il se battait tout le temps, donc j'avais pas trop envie de me battre tous les week-ends. Après, en arrivant en France, c'est vrai que quand je vois la façon de se préparer, pas seulement à Auch, mais après à Agen, des fois se rentrer, de se mettre des coups de tête, j'ai dit, mais j'ai des criers et tout. Et là, j'étais pas du tout. J'étais toujours dans la façon néo-zélandaise que eux, ils étaient cool, 15 minutes avant les matchs, mais ils étaient comme des félins, comme je dis toujours. Je prends ces mots parce qu'ils se transforment, ils sont agressifs. C'est quand même, c'est incroyable. Et trouver complètement différent cette agressivité avant les matchs, de se taper, de se prendre des coups de tête, mais j'étais énervé, mais ça m'énervait. Et je me rappelle toujours une anecdote avec Jano Krenka. On se préparait juste avant les matchs et on était à la salle de muscu. Et on était tous en rond et à un moment donné, allez, on y va. Et il me met un coup de tête et là, je pense que j'étais un peu KO parce que j'ai tombé sur mes genoux. Et là, j'étais énervé, mais j'ai dit, putain, mais c'est pas possible, mais t'es fou. Voilà, non, mais c'était l'anecdote. Après, le rugby a changé, a évolué. Après, je me suis adapté, je savais faire la part des choses aussi, de respecter. Et je voulais, et il savait aussi qu'il fallait qu'il me foutait la paix aussi à moi, que c'était pas ma façon de me concentrer, c'était un autre différent. Moi, j'avais besoin, bien sûr, mais tout ça partait de l'intérieur. C'est vrai que bon, c'est des choses qu'on a compris. En arrivant à Auch aussi, c'était complètement différent. Arriver dans un club semi-professionnel, quand le professionnalisme, il était déjà acquis ailleurs, en Angleterre peut-être, et en Nouvelle-Zélande, en Australie. Mais en France, il y avait une différence, un écart assez important entre tous les clubs. Des fois, j'ai dit que c'était une bonne chose aussi d'arriver, où je suis arrivé à Auch et avoir passé par Agen, parce que ça m'a permis aussi de connaître plein d'autres choses qui sont plus importantes que le rugby. C'était une très belle expérience, mais surtout une expérience humaine. Pour moi, être Stade Toulousain, c'était super. C'était le rêve de quelqu'un quand on arrive en France, parce que moi, chaque fois, je regardais tous les clubs. J'ai dit, c'est la ville à taille humaine, avec les clubs idéaux, où j'aimerais y vivre. Et donc, finalement, c'était comme ça. Des fois, nous, on pense, on programme des choses comme on veut que ça se passe. Des fois, ça ne marche pas parce que, surtout avec le rugby, c'est un sport collectif. Donc, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et que finalement, tu n'es pas maître de ton propre destin, même si tu décides sur certaines choses et que ça peut être différemment. Mais voilà, j'ai eu cette chance d'être au stade, de gagner des titres, suffisamment une Coupe d'Europe et un championnat de France, et pour moi, c'était suffisant. Je pense que pour un Argentin qui arrive, c'était une grande fierté d'avoir fait ce parcours.
j'avais pas pensé qu'en arrivant au Stade Toulousain, les titres, ils allaient arriver aussi facile que ça. Et surtout, les championnats, j'étais obligé d'attendre jusqu'à mon dernier match de ma dernière saison en tant que joueur professionnel pour soulever le bouclier des Brennus. C'est vrai qu'il y avait des moments sur certains matchs que j'avais aussi besoin de se retrouver, de se resserrer, mais bon, après, de se secouer. Moi, je n'allais pas au-delà de se mettre des claques. Mais j'avais besoin, je pense que moi aussi, c'était pareil, j'avais besoin aussi de voir le compromis sur certains. Pour moi, c'était quelqu'un de venir et de dire « je compte sur toi, allez, on y va ». Mais on se prenait le maillot, on était comme ça, mais on sentait la force, mais pas plus que ça. Je savais que ça allait suffisant et que c'était suffisant. Et qu'à la fois, c'était aussi réciproque. Eux, ils n'allaient pas venir me taper, rien, parce qu'ils savaient que ça m'énervait. Mais toujours, je suis resté dans ce que je voulais, un peu dans ma bulle, mais à la fois, après, sentir avec les autres. Je pense que ça, c'était important. C'est un sport d'équipe, mais plus que je pense que d'autres sports, on a besoin de ça. Surtout quand on joue devant, on sait que tu es dans le feu de l'action tout de suite et que si tu n'es pas dans un match, c'est ça que tu ne peux pas enlever. Le rugby professionnel amateur, peu importe si tu minimum, tu ne mets pas d'engagement, ben ça ne marche pas. Il faut les deux en fait. Il faut des couilles quand même, et c'est pas parce que moi je jouais première ligne, mais le poste de première ligne c'est un poste à risque. C'est parce que si tu tombes mal une mêlée, et comme les mêlées se faisaient avant aussi, tu peux rester, tu pourrais sortir sur un fauteuil. Donc ça demande beaucoup de technique, beaucoup de discipline, de concentration. Au-delà de ça, parce que quand on voit qu'on on vit constamment avec la douleur. Avant, peut-être plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as mal quelque part, tu peux te reposer, les effectifs ils se sont étoffés. Donc, mais avant, il fallait jouer. Moi, je me rappelle quand je jouais à Gênes, je jouais tous les matchs. En tant que pilier, match entier, j'ai enchaîné avec l'équipe d'Argentine. Donc voilà, si tu avais mal quelque part, il fallait jouer. Mais à la fois, ce n'était pas qu'on t'est obligé, mais c'était toi, c'était l'honneur de dire je ne peux pas sortir du terrain, je ne peux pas. C'est lui qui dit qu'il n'a jamais eu peur, il ment. Combien de fois ça m'est arrivé d'arriver sur un match et que tu n'étais pas bien préparé, je ne sais pas, j'avais les jambes molles et que je n'avais pas cet engagement. Et des fois, on n'explique pas pourquoi ces raisons, pourquoi c'est arrivé ça. Ce n'était pas une question de peur, mais c'était une question finalement peut-être de préparation dans la tête. Est-ce que c'est l'appréhension, on appelle ça, mais finalement, il y a une sorte de peur. Le rugby, c'est un sport qu'aujourd'hui, c'est du 1 au 23, parce que même les joueurs le remplaçant, les supplants, comme on dit, qui arrivent à un moment donné au cours du match, c'est important. Et donc, je ne crois pas, comme des joueurs, comme dans les foot, qu'un joueur peut tout définir. Peut-être ça arrivera, ça arrive de temps en temps, mais c'est un sport assez complexe. Déjà, si on n'a pas une bonne conquête, un joueur il ne pourra rien faire. Et dans une équipe qui n'est pas performante, ce joueur, on le verra, ça sera, on va voir lui, mais pas pour longtemps non plus. Hugo Porta, en Argentine, je prends un exemple, Hugo Porta, c'était un joueur qui était
en avance dans son temps. La même chose que Philippe Sella. Quand on voit aujourd'hui Philippe Sella, on dit que c'est un joueur qui aurait pu tranquillement jouer dans n'importe quelle époque. C'est un joueur moderne, des qualités, plein de qualités, qui faisait la différence, mais aussi qui faisait jouer les autres. Non, mais bon, ça part un peu du folklore de rugby, hein, de chambrer à chaque fois les avants et les trois quarts. J'ai trouvé chez les avants plutôt des poètes, mais des gens qui sont des univers complètement différents, des gars que j'ai pu parler, plus que chez les avants que les trois quarts. En fait, je remonte à Agen, j'avais Cédric Emmens, que lui, toujours était dans les chambrages, il déconnait et tout. Et moi, je me suis pris une fois au piège avec lui, la très fameuse blague de l'ami l'ami de pain sur la purée. Et donc moi je tombais dessus, je ne savais pas, donc j'ai mis la main, et donc il m'a fait 3-4 fois à la main, et moi j'étais tellement énervé, j'ai dit d'être pris pour un con, parce que tout le monde rigolait à table, donc j'ai pris la purée comme ça, et je l'ai mis sur le visage et sur le cheveu. Et bon, mais après au Stade Toulousain, bon, entre Xavier Garbajosa, Jean Balissalde, et Fred Michalak, non, eux, ils ne les arrêtaient pas. Des fois, je me suis un peu frité avec Garba, mais il voulait en fait me couper les cheveux et moi, j'en voulais pas. Et donc, personne n'osait non plus me dire, ah non, j'ai dit, sinon ça ne pousse plus, hein. Hors de question pour moi. Et donc, tous, ils venaient, mais ils n'ont jamais osé, donc du coup, ils avaient... Des fois, oui, on le punissait à certains, on essayait de le prendre... Tu vois, et il s'est calmé tout de suite. Numéro 8 au 10. C'est des postes quand même que tu crées. Tu crées des jeux, tu décides. Mais surtout, je pense que le poste numéro 8, c'est un très beau poste. Il faut avoir des qualités... de qualité de maniabilité avec les ballons, mais des puissances, en défense aussi, mais par exemple, moi c'était un des joueurs que j'évadais aussi, c'était Zinzenbrück, un joueur qui tapait au pied, c'est un joueur complet, c'était une merveille de le voir jouer. Ce que je dis des fois aux gars que j'entraîne, surtout ne regardez pas au sol, regardez où est-ce que vous allez. Peut-être pas la tête du mec parce qu'il va essayer toujours de dire des conneries. Mais finalement, j'étais concentré sur mon truc. J'étais toujours dans mon objectif, ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais rentrer en mêlée, où est-ce que je voulais aller, c'est tout. Et savoir comment je pouvais l'anticiper. À l'époque, on pouvait plus ou moins anticiper, jouer avec l'annonce de l'arbitre. Ouais. Oui, moi je pense que définitivement c'est ça. Tu sais, t'es tout le temps en train de te lier, de passer comme ça, viens ici, d'expliquer ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment résoudre lors d'un match, parce que chaque mêlée est différente. Si les choses vont bien, s'ils ne vont pas bien. Donc je pense que ce n'est pas un cliché, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, qu'on s'efforce à dire, ouais, c'est la confrérie. Non, au contraire, moi je pense que c'est sincère. Non. Moi, de toute façon, je pense que le rugby a évolué. Il y a des joueurs qui brillent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus exposés, mais quand ils jouent bien, mais aussi quand ils sont pas aussi performants. Donc, un joueur qui veut être à 100% individualiste, il n'a pas sa place dans le rugby. Donc, en fait, lui-même, il s'écarte et le groupe, il l'écarte finalement.
Pour moi, au début, c'était un plaisir énorme. Un plaisir énorme quand les gens y viennent. On partage un plaisir aussi avec le public. Quand tu joues devant ces personnes, bon, les gens, chaque fois, qui me disaient « Mais toi, tu t'es habitué, hein, tu es habitué au monde, non ?» Mais c'est pas du tout pareil. Sur scène, je suis tout seul, même si je suis avec des musiciens, je suis avec des gens qu'on ne voit pas, mais qui me soutiennent, qui me font travailler pour que je sois le plus performant et que je puisse donner aussi du plaisir aussi quand je monte sur scène, non? Parce que c'est ça la question toujours de donner plaisir aux gens et moi aussi de prendre plaisir, hein, c'est clair. Certainement, c'était le après-match. Hein. Le vestiaire, pour moi, après les matchs, c'était le moment de réconfort, de souffler, de boire un coup entre copains. D'ailleurs, moi, j'étais toujours un des derniers de sortir du vestiaire. Chaque fois, elle me dit « Mais c'est pas possible, t'es le dernier, toujours le dernier, c'est pas possible. » Bon, bref. Mais je garde quand même après mes spectacles, c'est un temps de repos pour échanger, pour parler, pour baisser la tension. Je pense que c'est important. Mais définitivement, ouais, l'après-match, c'était le moment préféré. Hein. Ouais, alors c'était marrant parce qu'au stade toulousain, les mecs, des fois, ils me disent ouais, « Ta gueule, tu chantes faux. » Toujours les trois quarts, hein. C'était toujours les trois quarts, hein. Ça c'est clair. Hein. Les emmerdeurs, hein, comme on les appelle. Mais nous, les Argentins, ça y est, on lançait un peu la machine et ben, tout le monde suivait parce que tout le monde aimait faire la fête aussi. Et c'était des moments conviviaux d'échanger avec les équipes. C'est ça qui, des fois, c'est plus compliqué aujourd'hui. J'aime pas les chansons paillardes. Moi, je suis toujours dans la subtilité. Je préfère dire des choses dans la poésie que carrément comme ils sont. Hein. Bon, bref, c'est ma façon d'être. Malheureusement, quand on arrive à Auch, j'ai eu ma dose. Hein. Chaque fois quand on apprend de toute façon une langue, la première chose qu'on apprend, c'est des gros mots. Donc, la première chose qu'ils m'ont appris, bien sûr, c'était ta ta ta. Da, 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 ta, 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 pa, pa, da, pa, pa. Je ne veux pas dire les mots, hein, les paroles, mais bon, tout le monde la connaît. Et donc, pour moi, en arrivant, que j'ai commencé à parler français, pour moi, les gros mots, ça, je ne savais même pas ce que je disais. Je l'ai appris après, mais bon, là, ça a été un peu plus compliqué. Il y a plein de joueurs qui ont quand même un timbre de voix assez intéressant. Après, je ne sais pas s'ils chantent juste, mais au moins ils ont un timbre de voix que des fois des timbres de ténor et tout. Chaque fois, Jacques, il était, pour moi, il aurait pu faire du cinéma, un comédien. Chanter, je ne sais pas parce que il chantait un peu, si, ça c'est clair, quand on était au resto, il chantait, mais la voix qu'il avait, il changeait sa façon d'être, son visage, il montrait, et tu comprends, mais jamais. Et ça c'était incroyable, c'est vrai qu'il y avait, comme on dit, cette élocution que dans les théâtres, c'est assez important, mais lui il avait ça. Quand je parlais avec Jean-François Gardet, mon premier prof de chant, et qu'il avait rencontré Jacques Fourux, on a fait un repas, un dîner mémorable. Et Jacques, il est venu tout seul, il a expliqué tout, il a commencé à expliquer la bajadita et tout. C'était un personnage, c'était incroyable. C'est particulier, c'est vrai que les hymnes, c'est un moment d'émotion, parce que c'est un moment, au-delà de ce que tu chantes, au-delà de que c'est l'hymne, c'est de dire je chante, je représente mon pays, je représente tout le monde du rugby, je suis là, c'est un peu la conclusion ou l'aboutissement de tout l'effort que je fais grâce à mes parents, à mes frères et sœurs,
donc à la famille, aux amis, au club. Au moment de chanter l'hymne, pour moi, c'était pas rentrer dans l'émotion. J'ai eu ces contrôles, je voulais toujours contrôler ça. Mais je sais que pour plein de joueurs, c'était un moment assez fort, assez fort. C'est peut-être pour ça, bon, on parle toujours aujourd'hui des hymnes, on parle toujours de la Marseillaise, ce que veut dire. Je suis au-delà de ça. Lors d'un rugby championship, je suis venu chanter l'hymne argentin et l'hymne néo-zélandais, et aussi l'hymne australien. Donc, c'est-à-dire 3 pays où j'ai vécu. C'est un moment déjà beaucoup de respect et de grande fierté aussi de le faire, de pouvoir le faire, de le mettre en voix, si on peut dire, comme ça. Je ne sais pas, après, on ne peut pas contrôler. Si, on peut contrôler. Moi, je contrôle. Je contrôle les émotions, mais bon, après, ça dépend. Il y a certains qui, peut-être, c'est des moments où on ne peut pas... C'est-à-dire, quand l'émotion arrive, on ne peut pas le contenir. La polémique est toujours en Argentine entre la sélection de foot et l'équipe de rugby. Parce qu'au moment des hymnes, même les gars du foot, ils chantaient presque même pas. Et la comparaison, elle était énorme. Et bon, ça suscite plein de choses. On dit, ils ne sentent pas les maillots. Bon, bref. Moi, je dis, si on pleure et qu'après on ne donne rien sur le terrain, ça ne sert à pas grand-chose. Ah oui, bien sûr. Comment ne pas me souvenir D'ailleurs, c'est le maillot qui me va un peu serré. Je ne sais pas, je n'ai pas trop grossi, j'ai perdu du poids. Mais je pense que d'ailleurs, je pense que c'est le dernier match de la Coupe du Monde contre la France où Eloso Bernet Basualdo, comme il tombe 1 cm à la ligne, me donne ce cadeau de marquer un essai contre la France. Et c'est vrai que c'était un moment, je dis, de joie pour finir cette Coupe du Monde. Il fallait se donner à fond, finir cette aventure comme il fallait la finir. Pour moi, c'était une aventure qui a commencé en 92 et qui finissait en 2007, vraiment. Donc, plein de choses. Donc, pour moi, ça a été un très bon souvenir. Et d'ailleurs, je pense qu'on a marqué toute cette génération en 2007, tout un peuple, et déjà le peuple argentin de rugby, et ceux qui connaissaient moins le rugby. Je retrouve des gens, je croise des gens, et ils me parlent encore de ça, de cette Coupe du Monde de 2007. Ouais, c'est très compliqué. Moi, j'étais très embêté pour le premier match, le match d'ouverture, parce que il y avait plein de copains qui étaient dedans, et j'étais très content pour la victoire, qui était importante pour nous, très 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 heureux. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect parce que je sais que la roue tourne, et donc tu peux fêter, mais être toujours mesuré. Pour le dernier match, j'étais embêté parce que je sais qu'il y a certains joueurs, ils sont allés, ils étaient excités à fond, et donc ils avaient provoqué un peu plus. Je sais qu'après les matchs, moi-même, je ne me suis pas rendu compte qu'ils passaient en train de chanter, qu'ils dit qu'ils s'étaient moqués. Peut-être c'était comme ça. Moi, je ne me suis pas rendu compte, mais après, je comprends aussi que ce match à la 3e place, il y a eu un peu... c'était un peu compliqué. Il y a des moments, oui. Mais j'avais peut-être mes 3-4 premières années, il y avait des moments où ça m'est passé par la tête, est-ce que je suis capable encore de rejouer ? Peu importe dans quelle catégorie. Je pense que je peux jouer. Peut-être ici je reviens seulement pour faire une pige. Ça m'a traversé par l'esprit, après je suis revenu à la réalité, et je dis pourquoi faire ? Ça y est, j'ai tout fait, qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus ? On vit vraiment des émotions tellement fortes dans les sports. Je pense que le moment de dire on arrête, au moins pour moi c'était déjà bien réfléchi, aucun souci. Ça mériterait de faire une réflexion
dans le monde du rugby autour de cette question. C'est à peu près la même chose. Non, après, quand on est sur scène, je pense que finalement, si on n'a pas assez travaillé, on n'a pas assez préparé une chose, c'est difficile de compter. Mais quand on rentre sur un terrain, bon, on est 15. Hein. Des fois, ça ne se voit pas, mais tu sais que tu as été nul. Bon, les journalistes, ils n'ont pas trop écrit, ils n'ont pas trop vu. Bon, allez, mais tu sais que tu as été nul. Quand tu montes sur scène, voilà, tu sais, moi je ne dis pas, il n'y a pas de stress pour moi, mais il y a ce truc, cette adrénaline qui court à l'intérieur. Et moi, j'ai cette chance que ça ne se voit pas. Après, une fois que je commence à chanter et que je rentre dedans, tout ça disparaît. Je peux faire la chanson de Nougaro. Un été où je venais d'atteindre mes 14 ans, j'avais donné rendez-vous à une enfant, une petite Espagnole du quartier. Un été, par la fenêtre ouverte de la grille. Allez, pour Midol, qu'on confesse, je vous embrasse tous.